Adéquancy présente. Donc nous, on accompagne, c'est pour ça que je disais on donne des leviers supplémentaires aux maires, quelle que soit la taille des villes. On accompagne en fait cette politique de mobilité. Pour te donner une idée, on a 2 millions de traces d'usage par jour. Chaque trace d'usage est de la data. Aujourd'hui, finalement, le nombre d'abandons de véhicules ou de non-utilisation de sa voiture est beaucoup moins rapide que le nombre de places de stationnement qui est supprimé en voie. Face à face décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adéquancy, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adéquancy. Bonjour et bienvenue sur l'émission Face à Face Décideur, une émission de la chaîne des Afters de la Transformation, partagée auprès de plus de 60 000 dirigeants d'entreprise, un podcast créé et imaginé par Adéquancy, société digitale spécialisée dans le management de transition. C'est un nouvel entrepreneur à succès que nous recevons aujourd'hui qui révolutionne l'univers de la mobilité de la ville de demain. William Rosenfeld, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir pour ce nouveau numéro de Face à Face Décideur. Tu es le CEO et le cofondateur de Zenpark. Donc dans cette interview, on va revenir sur ton parcours. On va échanger également sur le succès de Zenpark et des transformations dans la mobilité en termes d'usage et également pour les villes. Et puis on va parler aussi de la partie RSE puisque Zenpark, c'est 1500 tonnes d'émissions de CO2 économisées par an grâce aux solutions développées. Plongeons tout de suite dans la vie d'un décideur. William, tu es titulaire d'un master en stratégie marketing et innovation au Conservatoire national des arts et métiers, d'un master of science à l'université de St Andrews en Angleterre et d'un doctorat de physique à l'université d'Orléans. Fort de ce background académique, tu as 20 ans d'expérience sur des sujets allant de la R&D au développement d'affaires en passant par la stratégie produit et le marketing. Tu as travaillé plusieurs années au sein de grands groupes tels que Thales et Alcatel-Lucent avant de créer la société Idea Magma en 2005, start-up spécialisée dans l'expérience utilisateur dont le groupe Faber Novel a fait l'acquisition. Première question pour toi, William. Comment se passe la transition d'un environnement start-up à celui d'un groupe quand on est racheté ? Alors d'abord, c'était une toute petite, j'imagine que tu fais référence là, à Idea Magma. Ouais. Alors c'était une toute petite société qui était en phase de croissance et honnêtement, on s'est retrouvé à faire plus de conseils que de tech, même si on a eu l'occasion de déposer un brevet. Et finalement, je me suis aussi aperçu que j'avais besoin d'être très très proche du produit parce que tu as rappelé rapidement mon parcours. Je suis quand même un scientifique de base. J'aime le produit, j'aime la tech et ça me manquait un peu. Et c'est vrai que c'est au détour d'une conversation avec le PDG de l'époque, à savoir Stéphane Distinguin de Faber Novel, que finalement on s'est quasiment tapé dans la main rapidement et donc j'ai intégré Idea Magma de façon extrêmement rapide. Voilà. Il avait déjà tous les outils pour pouvoir l'intégrer par lui-même. Donc il n'y a pas eu un temps extrêmement long d'intégration d'une grosse équipe dans une plus grosse équipe. Ça a été assez rapide. Donc la transition s'est passée en douceur. Ah ouais, complètement, ouais. Donc après plusieurs années et plusieurs expériences en start-up, tu rejoins Eleo, leader mondial des solutions d'autopartage, comme directeur commercial et marketing. Et suite à l'acquisition d'Eleo par le groupe Hertz, pour qui tu as travaillé comme directeur de la mobilité partagée électrique, tu es retourné dans l'entrepreneuriat pour créer Zenpark en 2011 avec Fabrice Marguerie et Frédéric Seban. Voilà, en 2011, l'entrepreneuriat te manquait ? Oui, complètement. Honnêtement, j'ai adoré l'expérience pour le coup, d'intégration de Eleo dans le groupe Hertz, qui était un de nos clients. J'étais passé par des grands groupes français. Là, j'étais dans un grand groupe américain. Clairement, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres formats de management. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est meilleur, c'est juste qu'ils sont différents. Autre culture. Autre culture, très clairement. Culture aussi de
peut-être moins politique, moins hiérarchique, plus plate, même si faut savoir naviguer dans un grand groupe, très clairement. Et puis au bout d'un certain temps, une fois pour le coup que j'ai intégré mon équipe, qui était une équipe qui allait du produit jusqu'au commercial en passant par le marketing, Hertz m'a proposé de lancer la partie auto-partage à l'époque, pas encore parking partagé, mais auto-partage, mais via la mobilité électrique, donc sur des véhicules électriques. C'était encore assez neuf à l'époque. On est 2010, même 2010, très niche 2011, en fait. très niche. Et je me suis rapidement aperçu, le boulot était passionnant, mais je me suis rapidement aperçu qu'il fallait être basé aux US, finalement, pour tirer les vraies décisions d'une boîte US. Et ce n'était pas le bon moment pour moi d'aller aux US. Je me suis re-questionné, et puis c'est vrai que l'entrepreneuriat me titillait quand même à nouveau. Et de l'autopartage au parking partagé, finalement, il n'y a qu'un pas que j'ai facilement franchi. Et donc, comment te vient l'idée, avec tes associés, de fonder ZenPark ? L'idée, c'est, j'ai envie de dire probablement, il y a plein d'automobilistes qui l'ont eu. Il s'avère qu'un petit peu avant, j'ai mon premier enfant. et la première sortie en famille, ma femme, mon fils, alors bébé et moi, a été somme toute une galère, alors qu'on se disait « Ah, enfin !» La première sortie, on allait chez des amis et on s'est mis à tourner, c'était dans le 10e, et on s'est mis à tourner comme des malades pour trouver une place de stationnement un soir. Et le truc qui commençait initialement, qui devait être sympa, commençait à tourner au vinaigre, parce que notre fils, il n'en pouvait plus, il criait, il chouinait, enfin bon, bref, une galère, jusqu'au moment où la copine en question dit « Mais venez chez moi, il y a un parking, il y a des places de stationnement vides, parce qu'il y a une entreprise la journée, mais ça doit être vide la nuit, et enfin le soir, là, et du coup, elle nous a résolu le problème. » Et bon, c'est vrai que je pense qu'il y a plein d'automobilistes qui ont vécu cette galère et ces éventuelles solutions. On confirme tous. Hein. Très bien. Et sauf que moi, voilà, j'étais déjà dans le secteur de la mobilité, du partage. Voilà, le soir même, j'ai envie de dire, j'avais drafté sur le coin d'une feuille l'idée. Et après, il faut être honnête, hein, l'idée, c'est 1% du travail. Après, c'est 99% de transpiration. Donc pendant toute cette soirée et ce premier dîner et cette sortie, donc tu as réfléchi déjà au lancement de ZenPark. Je ne sais pas si j'y ai réfléchi de façon consciente, mais ce que je peux te dire, c'est que le lendemain, il y avait des choses de rédiger sur un papier. Ouais. Excellent. Et tes deux associés, tu les rencontres comment ? Alors le premier associé, il s'avère que c'est un cousin par alliance. Donc, en réalité, je cherche un CTO, quelqu'un de beaucoup plus tech que moi, qui va être capable de porter la dimension R&D et tech de la boîte. Et donc, je m'adresse à lui parce que c'est quelqu'un de Fabrice, c'est quelqu'un de connu dans son secteur. C'est vraiment Fabrice Marguerie. Fabrice Marguerie, ouais. C'est vraiment quelqu'un de réputé comme très bon. Moi, je le connais par les quelques événements familiaux que l'on a dans l'année. On se croise finalement d'un point de vue familial, mais jamais d'un point de vue professionnel. À ce moment-là, il me dit qu'il est déjà sur un projet. Mais je viens d'abord en fait chercher son carnet d'adresses parce que je sais qu'il est sur un projet. Je l'ai entendu justement dans ces événements familiaux. Et puis finalement, il me dit le projet le branche vraiment bien. Mais il est sur un projet, c'est quelqu'un de droit. Et sauf que 1 ou 2 mois après, il s'avère que son associé, qui était vraisemblablement un peu jeune, n'a pas réussi à franchir le pas comme lui l'aurait voulu. Et il me dit, écoute, je crois que c'est un signe du destin, faut qu'on bosse ensemble. Donc mon carnet d'adresse, c'est une chose, mais si tu veux de moi, je suis partant et j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça, c'est pour Fabrice. Et c'est vrai que la relation de confiance, elle est tout de suite établie en fait. Oui. Ça c'est quand il y a c'est magique. En plus de ça, il y a un lien ça aide. familial. Et on s'est dit, si un jour on se fâche, on saura passer outre sur les 2-3 événements familiaux de l'année. On s'est jamais fâché. Et puis Frédéric Seban vient un tout petit peu plus tard. Et là, comme quoi la vie d'entrepreneur, c'est d'abord une affaire de relations humaines. Il s'avère que Stéphane Distinguin, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, à qui j'avais vendu IDEA Magma, m'appelle un jour en me disant, écoute, il y a un gars là que j'ai rencontré qui est assez génial. Il faudra que tu le rencontres. Je sais que tu es en train de chercher d'autres co-founders. Je ne sais pas quel profil, mais rencontre-le et puis voyez ce qui se passe. Et puis ce qui se passe que 10 ans après, on est toujours associés et il gère toute la partie du business development et puis évidemment sa casquette d'associé cofondateur de ZenPark. Et ils sont toujours dans la société, alors de façon différente.
Fabrice Marguery, il y a à peu près 1 an, nous a dit écoutez, ça fait 10 ans et moi, autant la partie croissance, développement du début me passionne et j'ai une grosse valeur là-dessus. La partie industrialisation, process, stabilisation, quelque chose qui me passionne moins, qui le passionne moins. Et il disait je pense qu'on peut trouver mieux que moi pour la suite. Donc, on a travaillé cette transition, ça nous a pris 1 an, trouver la bonne personne, préparer l'organisation à cela. Et puis ça s'est fait tout en douceur. On a trouvé la bonne personne, on a mis en place un biseau sur 6 mois. Donc c'est quelque chose qu'on a préparé. Et aujourd'hui, Fabrice est toujours au bord de la société, actionnaire de la société, mais non opérationnel. Et pour ce qui concerne Frédéric Seban, lui, il est toujours au bord de la société, actionnaire de la société et opérationnel à mes côtés. C'est un sujet, quand on crée une société avec des associés, de savoir globalement les éléments de vision qu'on peut partager et jusqu'à quelle échéance on arrive à les tenir. C'est vrai, on en avait parlé dès le début, les uns les autres. Est-ce que vous voulez faire un coup en 2 ans et partir ou pas ? Clairement, ce n'était pas le cas. On voulait développer une boîte. Maintenant, est-ce qu'on avait dans l'idée que ça durerait 10 ans ou plus ? Non, clairement pas. Mais voilà, en fait, je pense, en tout cas pour nous 3, ce qui fonctionne bien, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, même sur les sujets qui fâchent. Et je dirais surtout sur les sujets qui fâchent, parce que les autres sujets, finalement, on a assez peu à se dire, si ce n'est s'autocongratuler. Donc voilà. Mais surtout sur les sujets qui fâchent, ne jamais rien laisser sous le tapis. Discuter tous les points, même s'ils sont durs. Je dirais c'est comme un couple finalement. Une fois qu'on passe ces rampes, en fait, on en sort beaucoup plus fort. Et clairement, c'est ce qui fait que aujourd'hui notre association, quel qu'il soit, opérationnel ou non opérationnel, fonctionne. Zen Park donc aujourd'hui est un acteur majeur en fait du parking partagé, mais pas que. Est-ce que tu peux nous donner peut-être plus de détails sur les activités de la société ? On est éditeur de solutions et opérateur de parking 100% digitaux. Notre métier, c'est d'optimiser l'usage des parkings pour freiner l'artificialisation des sols. Ça peut paraître bizarre de s'intéresser à l'artificialisation des sols. Il faut savoir que c'était un point essentiel dès la construction de Zen Park. J'ai retrouvé récemment nos premiers slides de 2012 où on parlait d'éco-stationnement avec ce sujet des émissions de CO2 et de l'artificialisation des sols. Donc ça fait partie de notre ADN. On ne l'exprimait pas de la même manière. Aujourd'hui, on est plus mature. Je dirais on a 3 clients principaux, les bailleurs immobiliers, les entreprises au sens large et les villes qui, dans une mesure ou une autre, souhaitent soit monétiser, valoriser leur place de stationnement, souhaitent simplifier l'utilisation de leur parking, parfois avec un S, et également d'anticiper la mutation des usages et donc de transformer un peu ces parkings en hub de mobilité. Et la façon dont nous, on procède pour agir sur l'artificialisation des sols, c'est d'une part sur des parkings existants. L'objectif, encore une fois, toujours optimiser l'utilisation de ces parkings, dit autrement, ce qu'on appelle le parking partagé ou le flex parking, dit autrement, faire de telle sorte que n'importe quel automobiliste, motard, 2 roues, au lieu de se garer en voirie, dans la rue, viennent se garer dans des parkings souterrains qui sont sous-utilisés. Et donc là, c'est comment exploiter de l'infrastructure qui est sous-utilisée pour optimiser son utilisation. Et donc, on donne des leviers, très clairement, on donne des leviers aux maires sur leur politique de mobilité urbaine qui vise à désengorger la voirie. Et c'est un levier supplémentaire pour végétaliser. Voilà. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. Et puis, peut-être juste l'autre façon de procéder, c'est sur les parkings à construire. Donc là, c'est un autre environnement. Ça peut paraître bizarre, j'ai dit qu'on était aussi opérateur, exploitant de parkings, alors 100% digitaux, c'est des parkings un peu spécifiques, mais on est peut-être le seul opérateur de parking qui milite, je dis bien milite, pour construire le moins de parking possible. Alors ça peut paraître très paradoxal. C'est paradoxal, c'est l'antinomique par rapport au développement d'une activité telle que la tienne. Mais en fait, pas du tout, puisque notre métier, comme je l'ai dit, c'est optimiser l'usage des parkings. Donc plus il y a de la contrainte sur les parkings, et plus finalement on développe notre valeur. Et là, clairement, sur le dernier parking de ce type qu'on appelle Smart Parking, que l'on a construit et que l'on opère, que l'on exploite pour une ville, en l'occurrence Bordeaux, eh bien, on mesure finalement notre performance en émissions de tonnes de CO2 économisées, parce que au lieu d'avoir 1250 places, on en a construit, quand je dis on, c'est le promoteur immobilier en l'occurrence, avec la ville, seulement 650. Donc on vend 1250 actes de stationnement de façon simultanée sur seulement 650 places. Et ça,
Clairement, c'est l'impact du digital, c'est la façon d'optimiser, de penser le parking. Et ça a eu une influence directe sur les émissions de CO2. C'est tout de suite 5 à 10 000 tonnes d'émissions de CO2 par parking économisé. Ça a des avantages immédiats sur les mètres cubes de terre végétale qui sont sauvegardés. On raisonne aussi en euros par mètre carré de parking et non plus en taux d'occupation. Donc voilà, c'est vraiment une petite révolution. Donc là, on est vraiment sur des phases d'ingénierie, en fait, côté constructeur de parking. Vous allez les aider à optimiser l'espace, pour le coup, qui va être alloué au parking. Oui, exactement. Si on essaie de mesurer un petit peu le potentiel, c'est quoi aujourd'hui en France les surfaces de parking? Je ne sais pas si ça se mesure en mètres carrés ou en nombre de places total. Alors, ce que je pourrais te dire, c'est, je ne sais pas en mètres carrés, mais c'est une excellente question. Ça me donne envie de repartir tout de suite pour aller creuser le point. Tu as bien fait de venir, William. Exactement. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un marché au global d'1 milliard sur la France. Maintenant, c'est sur l'existant. Et nous, ce que l'on anticipe, c'est un nouveau marché qui est déjà existant en fait, mais qu'on va adresser différemment. Il y a d'un côté les petits parkings de copropriété. Peut-être que chez toi, tu habites dans un immeuble dans lequel il y a un parking. Ça, c'est un bout du secteur. Il n'y a pas besoin d'opérateurs pour ces parkings. En général, le syndic ou les copropriétaires se débrouillent tout seuls. Complètement à l'autre bout du spectre, des parkings dits publics. Ces grands parkings sur lesquels il faut une qualité très forte, des niveaux de sécurité, notamment des sécurités incendie, c'est peut-être très technique, mais dans les faits, les exploitants classiques sont extrêmement performants pour concevoir et exploiter ce type de parking. Des parkings qui sont très centralisés, centraux dans les villes, parce qu'il faut beaucoup de flux automobiles pour pouvoir avoir un modèle économique qui tourne. Mais assurément, il faut un opérateur. Et puis, il y a ce que moi j'appelle le Blue Ocean Market, un truc qui est un peu entre les deux. Et où, finalement, on se retrouve avec, typiquement le cas que je mentionnais, des parkings de copropriété, mais très grosses copropriétés. Dit autrement, quand on a un nouveau quartier, par exemple, ou une réhabilitation de quartier, qui est opérée par la ville ou son aménageur. Aujourd'hui, un certain nombre de villes, elles sont encore peu nombreuses, et c'est notre pari, c'est que ça va grandir, disent non, on ne va pas construire un parking rattaché à chaque bâtiment, un parking résidentiel pour les résidents, un parking d'entreprise pour l'entreprise et un parking public qui sera opéré par un exploitant classique. Pourtant, il y a une réglementation là-dessus, c'est-à-dire qu'un parking doit être alloué en fonction de la surface en fait, qui est développée, donc oui. En fonction en gros des réglementations des communes, etc. Mais ça apporte quand même des contraintes, donc à chaque fois qu'on fait une construction, on doit créer des places de parking. Oui, tu vois, c'est un très bon point que tu pointes du doigt parce qu'il faut savoir qu'à Paris, c'est déjà plus le cas. Aujourd'hui, le logement neuf n'a pas la nécessité de construire des places de stationnement. On a des évolutions comme ça, des villes qui prennent conscience qu'il y a de l'inutilité. Si aujourd'hui on se retrouve à faire du parking partagé, c'est bien qu'il y a des parkings qui sont inutilisés et qu'on cherche à optimiser. Donc aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a ne plus construire un parking rattaché à chaque bâtiment, mais on va dire une nappe de parking, soit en sous-sol, soit en superstructure, un bâtiment au-delà du sol. Mais ça va plus loin. Plutôt que suivre la réglementation comme elle était rédigée jusqu'à récemment et qui date plus ou moins des années 50 ou 70, c'est-à-dire d'un monde tout automobile, il y a un certain nombre de villes qui tentent des expérimentations, et ça, maintenant on va un peu au-delà des expérimentations, à savoir, je vais avoir non plus un véhicule par logement, mais 0,9, 0,8, 0,5. Nous, à Strasbourg, on est sur du 0,3. Et ça, c'est la même chose pour les entreprises. Alors ça se calcule en mètres carrés de surface de plancher, mais peu importe, c'est la même logique. Réduire le nombre de places de stationnement par collaborateur, on pourrait le résumer comme ça. Et c'est là où il y a, pour nous, ce fameux Blue Ocean Market, c'est-à-dire que les villes, de plus en plus, vont vers cela. Elles ont bien conscience que construire, je vais prendre le cas que je citais tout à l'heure à Marseille, sur l'écoquartier Smartseille, il y a 650 places de construites. Et comme je disais, au moment où on se parle, on atteint des pics de 1250 actes de stationnement. Quasiment à 0,5. Exactement. En termes de ratio. Exactement. Donc les villes commencent à penser comme ça, elles voient que ça fonctionne. Alors évidemment, il faut beaucoup de technologie, et je dirais pas de la technologie lourde spécifiquement hardware, mais vraiment du logiciel, beaucoup d'algorithmes et de la big data, enfin ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que notre pari, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de parkings comme cela.
En tout cas, clairement, nous, on va être très présents pour exprimer le fait que c'est bon pour les automobilistes, pour les utilisateurs, pour les copropriétaires, puisqu'il faut savoir que ces parkings, finalement, alors qu'ils vont mixer les usages des résidents qui sont copropriétaires, des collaborateurs, des visiteurs, eh bien, à chaque fois, on va être en mesure de trouver du vide à l'intérieur de ces parkings et d'en faire aussi un parking public. Ce qui fait que ces parkings, non seulement classiquement, ils ont des charges, puisqu'il y a un opérateur. Donc des charges supérieures à ton parking à toi, en bas de ton immeuble, mais inférieures à un parking d'exploitant. Mais comme on va l'ouvrir aussi au public et à d'autres formes d'utilisation qui vont payer leur stationnement, ces parkings génèrent aussi du revenu. Donc pour la première fois, c'est comme si ton parking à toi, en bas de ton immeuble, se met à générer des revenus. En fait, vous êtes clairement sur un changement de paradigme en fait, dans l'usage justement des places de stationnement. Donc il y a la data, il y a des technologies qui sont ajoutées. Après, aller vendre ça en termes d'évangélisation en fait, auprès des acteurs, des bailleurs sociaux, des collectivités locales, etc., pas le chemin de croix. Si, c'en est un, clairement. Sur le parking partagé, donc, je vais redéfinir peut-être plus précisément ce qu'est le parking partagé en comparaison du parking mutualisé ou du smart parking. Le parking partagé, finalement, tu as cité par exemple les bailleurs sociaux. On a des bailleurs sociaux qui ont des parkings qui sont sous-utilisés. Et donc, on va exploiter en moyenne une vingtaine de places à l'intérieur d'un parking plus grand. Oui, c'est un chemin de croix. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux façons, finalement, de monétiser, de valoriser ces parkings. Il y en a un, c'est reproduire ce qu'ils savent déjà faire. Ils ne nous ont pas attendu, nous, Zenpark, pour vendre ou louer au mois des places de stationnement à des personnes extérieures à leur résidence. Ça, on le fait, location mensuelle, on facilite tout le parcours utilisateur, et puis on a une place de marché, zenpark.com, qui permet finalement d'aller au-delà des simples panneaux qui sont localisés dans la rue. Donc on est extrêmement performant pour cela. Mais ça a été beaucoup plus compliqué de faire du stationnement horaire. Parce que là, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et fondamentalement, on n'apparaît plus comme simplement, je dirais, une sorte d'agence immobilière de location mensuelle de places de parking. On apparaît comme un disrupteur qui vient proposer un service qu'eux ne savent pas faire. Donc on va transformer un parking, fondamentalement, une sorte de mini parking public avec un certain nombre de contraintes. Là, il faut bien dire ce qui est, on est relativement dépendant, en tout cas au début, de nos clients bailleurs. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver les premiers qui étaient prêts à jouer les cobayes. Hein. On savait où on voulait aller, mais on était incapable au tout début, en 2013, de dire voilà ce qui va se passer. Donc il faut trouver ces premiers-là. Ça, c'est un premier chemin de croix. Heureusement, on en a trouvé un certain nombre. Et puis, il y a un autre chemin de croix qui est celui de la réglementation. Parce qu'il s'avère que les réglementations, notamment incendie, et heureusement qu'elles existent, c'est un peu comme l'empilement de sandwich administratif à la française. C'est-à-dire que ça dépend des régions, ça dépend des villes, si c'est un bâtiment résidentiel, si c'est un bâtiment ouvert au public. Bref, c'est extrêmement complexe. Évidemment, quand on vient innover, une des réactions, c'est la résistance et de faire le nivellement par le bas. Donc ça nous a pris 10 ans pour faire évoluer la réglementation. C'était le 24 décembre 2021. J'ai eu la bonne surprise de voir au bulletin officiel une réglementation qui était cette fois entérinée et qui était quasiment mot pour mot la proposition que j'avais faite fin 2011. Et la première institution à qui je l'avais proposée, c'était la préfecture de police de Paris. Comme quoi, faut jamais abandonner. Parfois, c'est long, mais... C'est long. C'est long. Et quelles ont été les différentes démarches pour justement pousser cette réglementation ? Parce qu'elle fait sens, en fait. Oui, absolument. Clairement, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. Donc, Tout à fait. On n'a pas très peu de capacité de lobbying ou de relations publiques, hein, surtout au tout début. Donc, c'est essayer de se transformer un peu, je dirais, en expert du sujet, parce qu'en réalité, le sujet est tellement niche. Vous voyez, c'est un peu comme quand j'étais en doctorat. Le sujet est tellement niche que finalement, quand vous penchez dessus sérieusement, vous devenez vous-même l'expert. Alors que vous pensez... juste poser des questions. En fait, en posant des questions, et ces questions-là, au fur et à mesure de l'étude de la réglementation, de l'analyse de la réglementation, on s'aperçoit qu'il y a un moment où il n'y a plus personne qui répond. Et qu'il y a bien que nous qui pouvons faire des propositions. Donc, c'est creuser, aller jusqu'au bout, que j'appelle les causes racines. Quel est le sujet de fond ? Ensuite, prendre le temps d'aller rencontrer ceux qui écrivent les réglementations, qui les suivent. Donc, c'est les pompiers, c'est les autorités publiques, c'est nos propres clients, les bailleurs sociaux. Et puis, être patient.
Clairement, le sujet, c'est la patience. Si on veut y aller en force, peut-être qu'avec beaucoup de moyens, ça pourrait fonctionner et être présent via des capacités de lobbying auprès du plus haut niveau de l'État. Mais ce n'était pas notre cas. Donc, être patient, ne pas lâcher l'affaire et expliquer, éduquer. Et petit à petit, finalement, on arrive à changer la donne et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, je pense qu'il y a aussi des convictions personnelles, Oui. l'envie de changer des aberrations peut-être qui peuvent te sembler exister sur le marché des parkings ou en tout cas des usages et voilà, de croire en ça et de ne pas lâcher. Donc bravo, parce qu'il y a une forme de résilience en tout cas dans l'approche. Alors ZenPark en chiffres, aujourd'hui c'est 70 personnes, 70 collaborateurs, 1300 parkings exploités en France et en Belgique, donc une base quand même de 700 000 clients sur le territoire. Presque 800 000 maintenant. Et presque 800 000. Et donc, c'est assez incroyable, c'est que à travers de ZenPark, c'est une réservation de parking toutes les 19 secondes. Ouais. Voilà, donc là, ça fait déjà à peu près 30 minutes qu'on se parle. Et donc, on a eu X parkings qui ont déjà été loués grâce à la solution ZenPark. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin et aussi comprendre un petit peu le début de l'aventure ZenPark, on est en 2011, donc avec tes associés, vous créez la société. Et tu m'avais expliqué qu'il a fallu 2 ans avant la commercialisation et l'exploitation de l'offre que vous avez créée. Pendant ces 2 ans, globalement, comment est-ce qu'au départ vous êtes financé ? Quels sont les investissements que vous faites initialement ? Pour être très exact, il a fallu, c'était entre novembre 2011. Novembre 2011, on crée la société et on a lancé vraiment le premier service en février 2013. Un petit peu moins de 2 ans. Je dirais au tout début, c'est les cofondateurs qui mettent un peu leur bille dedans. C'est d'ailleurs le meilleur moyen aussi d'évaluer la motivation de chacun. Et puis, on a la chance, il faut bien dire ce qui est en France, quand il y a une partie assez R&D, on a eu l'occasion de déposer un brevet. Donc, pour dire qu'on est une société de tech, je ne dirais pas deep tech, ce n'est pas le sujet, mais on est une société tech. On a la chance en France de pouvoir bénéficier de subventions, d'aides, quelles qu'elles soient, pour justement financer de la recherche et développement, financer de la tech dans les phases où on ne sait pas encore si cette tech, elle sera pertinente pour l'objet du service que l'on veut faire. Donc ça a été clairement les éléments. Il y a eu aussi bien la BPI que la région, que les associations, comme Réseau Entreprendre par exemple. Donc on a pu bénéficier de ce tissu d'aide. Et ça, c'est moi, ça me semble absolument essentiel. Alors, je dois dire, maintenant, ça fait 10 ans, donc les choses ont probablement évolué. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'on a débuté. Puis ensuite, on a fait du love money. Donc, on a cherché des business angels que l'on a fait. On a dit, voilà, on a une tech, on peut vous montrer. On a trouvé un bailleur social qui, à ce stade, on n'a pas activé pour avoir des places parce qu'on n'a pas encore le service prêt. Mais par contre, il nous laisse utiliser certains lieux pour vous faire la démonstration de nos technologies et du service que l'on veut offrir. Au début, c'était que de la location mensuelle, parce qu'entre de la location mensuelle dans des parkings partagés et de la réservation, il faut beaucoup plus de parkings, évidemment. Au début, on a commencé avec 5. Et puis surtout, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'a rien à voir d'un point de vue du contenu technologique, de l'offre, pour une raison simple. Si tu as 40 000 places et que tu remplis tes 40 000 places avec des locataires, tu as 40 000 clients. Si tu as 40 000 places et tu les remplis avec des clients horaires, tu as 200 000 clients. Donc, il y a un facteur 5, voire 10 dans certains cas. Donc ça n'a rien à voir. Donc, on a commencé par le plus simple. Et là, en allant voir finalement des business angels, en montrant ce qu'on était capable de faire, on leur a dit, si vous investissez, nous, on appuie sur le bouton dès le lendemain et on lance le service. Si je me rappelle bien, c'était assez intéressant, si tu me permets, cette phase-là, parce qu'on a commencé à discuter avec 1 ou 2 business angels. Fabrice, comme moi, on avait déjà été entrepreneur. Oui, donc vous aviez un réseau voilà. Au départ d'investisseurs potentiels. Exactement. Donc, on active les business angels, je dirais vraiment love money, qui nous aident et qui ne cherchent pas autre chose que nous aider. On active aussi du coup d'autres business angels qui sont pour un certain nombre rattachés à des clubs de business angels. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours le même fonctionnement aujourd'hui, c'était il y a 10 ans. Là, il y a un engouement qui se forme d'un club de business angels. Et comme ils sont quand même tous très connectés, même si parfois ils sont un peu en concurrence, finalement, on se retrouve rapidement avec 6-7 clubs de business angels. On se dit, c'est génial, on va dépasser en fait ce qu'on espérait. C'est pas qu'on voulait
lever plus. On s'était fixé comme objectif à peu près 300 000 euros. Il faut savoir que 300 000 euros en 2012, je sais pas, ça doit être l'équivalent d'un 3 millions aujourd'hui, quoi. On lève pas les fonds de la même manière. Et alors là, c'est intéressant parce que d'une situation qui nous est a priori extrêmement favorable, en fait, elle va devenir extrêmement défavorable. Pour quelle raison ? Parce que chaque club de Business Angels a ses marottes sur l'écriture d'un pacte d'actionnaires. C'est le pacte d'actionnaires qui pose problème. Quand il y en a un qui est très attaché à un modèle de liquidation préférentielle, d'action de liquidation préférentielle, l'autre qui est très attaché à un modèle de ratchet, l'autre qui est très attaché à sa marotte qui va être comment je vais mettre en place un drague-longue, etc. En fait, on se retrouve avec potentiellement un pacte, on ne l'a même pas rédigé ce pacte-là, il n'avait juste aucun sens, c'était un nivellement par le bas. Donc au bout d'un moment, on s'est regardé, les associés cofondateurs, et on s'est dit, bon, on est prêt à tenter un coup, parce qu'il y a des moments où il faut le faire, on va fixer nous nos règles. Et puis ça veut dire qu'il faut être prêt à ce que ça s'arrête là. Et on l'a fait comme ça. On a fixé nos règles, on a fixé nos jalons, qui n'étaient pas des jalons irréalistes, hein, mais on a fixé nos règles, qui nous semblaient être les bonnes règles de gouvernance et d'impact au tout début d'une activité. Et c'était intéressant parce que finalement, on n'a aucun club de Business Angels en tant que club qui nous a rejoints. Mais par contre, on a un grand nombre de Business Angels qui se sont désolidarisés de leur club et qui sont venus rejoindre l'expérience à titre individuel. À titre individuel. Ça, c'est 2013, c'est ça, cette première levée 2012-2013. Ouais. 2012-2013. Et ensuite, donc, le financement de Zen Park se poursuit. Je crois que vous faites rentrer un fonds d'investissement, quelques industriels aussi. Ouais. Pour quelles raisons, en l'occurrence, et quels sont justement les acteurs que vous êtes allés chercher ? La raison principale, c'est qu'on est un service B2C sur lequel il y a quand même un investissement initial important avant de récupérer de l'argent des petits tickets. Hein. Rappelons qu'au début, nous n'avons qu'une seule activité qui est le parking partagé, et donc c'est des petits tickets de stationnement. Donc ce décalage, soit on l'autofinance, et du coup on va avoir une croissance relativement lente, soit on le fait financer, et du coup on peut avoir une croissance rapide, et on a opté pour ce second scénario. Premier élément, trouver effectivement, après la partie Business Angels, trouver un fonds d'investissement non corporate a priori, plutôt orienté sur les clean tech et la durée. Nous, c'était nos deux axes. Oui, le fonds qui veut faire un cycle de LBO classique en 5-7 ans ne vous intéressait pas ? Non. Mais le fonds qui voulait faire aussi un coup sur 2 ans ou 3 ans ne nous intéressait pas, parce qu'on savait que ça allait être long. Le chemin de croix dont tu as parlé, je ne sais pas si on imaginait que ça allait être 10 ans, mais on anticipait que ça allait être long. On savait peut-être pas, mais on l'anticipait. Assez naturellement, en fait, on s'est retrouvé dans les quelques fonds qu'on avait sélectionnés avec le fonds Demeter. On s'est très bien entendu avec les dirigeants du fonds, avec aussi le directeur du fonds Seed, vraiment, qui venait d'être créé. Et du coup, on a avancé avec eux de façon, je dirais, assez naturelle. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en phase de pré-amorçage, finalement. C'est ça, ouais, amorçage, je dirais. Ouais. On récupère à peu près 1,6 million, grosso modo. Ce qui était une belle levée pour une boîte qui faisait pas de CA, ou très peu. Encore une fois, c'était il y a 10 ans. Et tant mieux qu'aujourd'hui, quand on parle d'1,6 million, l'équivalent serait peut-être une dizaine de millions, quoi. Donc ça, c'est fin 2014. Fin 2015, on a besoin d'accélérer encore. Alors fin 2014, ce qu'on avait vendu, c'est finalement le déploiement vraiment à grande échelle sur l'Île-de-France, ce qu'on fait. Et on voit que ça fonctionne. On teste un petit peu en province. Et on se dit maintenant, il faut qu'on attaque la province de façon sérieuse et pas seulement Paris. Parce que les phases pilotes ont toujours été l'Île-de-France pour vous, sur même aujourd'hui les innovations que vous sortez, etc. C'est l'Île-de-France qui reste. Pas spécifiquement, non. Pas spécifiquement. Mais à l'époque, oui, parce que pour des raisons simples, hein, on a quelques éléments à positionner dans les parkings. Et donc, sachant qu'on est nous-mêmes, enfin Zen Park est né à Paris, finalement, c'est beaucoup plus simple de débuter par Paris. Avec un risque, fondamentalement, qui est que Paris est un biais dans la mobilité. Quand on dit qu'il y a seulement un tiers des Parisiens qui ont un véhicule, il n'y a aucune autre ville de France comme cela. Donc, faire très attention à ce biais. Est-ce qu'on est sur un vrai marché du parking partagé ? À ce moment-là, c'était une vraie question pour nous. On pense que oui, à ce moment-là, et on a bien fait de le penser comme ça. Ou est-ce que, en fait, c'est un pur service parisien, auquel cas, ça ne sert à rien
d'imaginer aller autre part. Vaut mieux essayer d'aller à Londres, à Berlin et à Madrid que à Metz, à Toulouse ou à Lille. Néanmoins, on a fait quelques tests à ce moment-là et on voit que ça fonctionne, ça semble fonctionner à petite échelle en province, donc on souhaite lancer en province, c'est pour ça à nouveau, pour relever. Donc on va chercher cette fois plutôt un corporate pour avoir encore plus de durée, à savoir le groupe Maïf, le groupe d'assurance Maïf. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était très clairement dans une logique d'économie collaborative, une logique clean tech de l'époque, c'était bien aligné avec ce que souhaitait faire Maïf. Et puis on s'est aussi bien entendu, eux-mêmes ont modifié en fait la structure de leur fonds, ils se professionnalisent peu de temps après que l'on ait réalisé notre tour de table et nous accompagnent, pas d'un point de vue des stratégies industrielles, mais vraiment nous accompagnent dans notre développement et dans la façon de nous conseiller. Et puis après, si je dois accélérer jusqu'en 2018, fin 2018, là on veut faire cette fois de la stratégie, je dirais, industrielle sur 2 sujets. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à savoir faire de telle sorte que nos clients, on puisse leur proposer non plus un parking juste pour stocker ou parquer des véhicules au mois de façon un peu basique, mais qu'on aille bien au-delà et notamment que ça se transforme en centrale de mobilité. Et là, rien de mieux qu'un transporteur. Et le transporteur qu'on a trouvé, c'est RATP, le groupe RATP. Bravo. Ouais, c'était très chouette. Et ça fonctionne très bien. On fait vraiment un très bon partenariat. Et puis, sujet de la mobilité électrique. Honnêtement, en 2018, on n'a pas les idées parfaitement claires. Et là encore, on se pose des questions. Est-ce que c'est un énergéticien ? Est-ce que c'est un constructeur automobile ? Est-ce que c'est un fabricant de bornes de recharge ? Bref, où on doit aller ? On pense que les énergéticiens, à ce moment-là, sont une pierre angulaire de la mobilité électrique. Et donc, on passe en revue les grands énergéticiens, parmi EDF. Le plus connu. Et effectivement, ça va se faire avec EDF. Et donc, ce sera avec EDF. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des besoins en financement pour Zenpark ou vous êtes sur des cycles aujourd'hui d'innovation et de développement qui sont suffisamment bien financés pour assurer le go-to-market de ces lancements ? Non, on n'a pas franchement besoin de financement. Ou alors si on en fait un, c'est pour une petite accélération sur notre nouveau marché, notre nouveau produit, le Flex Parking, qui s'adresse qu'aux entreprises cette fois. Mais on n'a pas besoin de tours de financement massifs. Les sujets qui se posent après, c'est plutôt comment on va... notre marché est assez peu consolidé au sens large. Il s'avère que nous, avec nos 3 lignes d'activité que sont le parking partagé, où on monétise les places vides, le flex parking où on optimise les parkings des entreprises et le smart parking qui est aujourd'hui une vision encore sur les parkings en construction. Quand je dis une vision, c'est une vision qu'on développe parce qu'on a une quinzaine de parkings qui tournent sur cette activité. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous donne un champ des possibles très ouvert sur les formats, les modèles de consolidation qui peuvent s'ouvrir à nous. Mais je pense que la suite logique, je ne sais pas quand ça arrivera, mais la suite logique, ce sera plutôt de consolider le marché pour en mettre 2, en mettre 3 ou rejoindre un grand groupe pour être plus fort et envisager des durées encore plus longues de développement. Une autre stratégie, parce que derrière on part sur du build-up et donc du financement pour permettre ces opérations. Zenpark est rentable aujourd'hui ? Presque. Très bien. Et quelle est la part donc, des investissements en R&D chez Zenpark ? Ce qui m'intéresse aussi, ce sont globalement les cycles de développement sur les innovations avant leur mise sur le marché. Alors la part de R&D est importante. Aujourd'hui, on a une bonne quinzaine de collaborateurs qui sont sur vraiment de la R&D. On reste une société tech, fondamentalement. Après, les cycles... Aujourd'hui, je dirais, j'en ai parlé tout à l'heure quand tu me questionnais sur mes associés cofondateurs, aujourd'hui, les cycles sont un peu différents parce qu'il y a quelques années, on sortait énormément de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on en sort moins. Je dirais qu'on doit travailler à peu près à 50% sur des nouvelles fonctionnalités dans le sens relativement disruptif sur nos services et 50% d'optimisation de process d'optimisation de la société elle-même, quoi. Donc, aussi bien la production du service que les outils de production chez Zenpark. Et honnêtement, c'est tout aussi passionnant, quoi. Et les enjeux à venir pour Zenpark dans les prochaines années, c'est quoi ? L'enjeu à venir, c'est... là, en fait, je devrais te dire quelle est notre vision, finalement, notre stratégie.
La dream strategy de Zenpark, c'est ce fameux marché du smart parking. On pense que tout ce qui est optimisation de places de stationnement dans le cadre du parking partagé, comme dans le cadre du flex parking, finalement qui se recoupent, simplement les uns sont orientés, le flex parking est orienté uniquement entreprise et le parking partagé est orienté sur plutôt des places vides qu'on va valoriser, qu'on va monétiser avec des vrais euros, alors que dans l'entreprise, on ne va pas te demander de payer pour ta place. Mais je dirais que la logique est quand même la même, on se base quand même sur des parkings qui sont existants. Ces deux activités, elles ont pour but d'être des cash cows, des générateurs de cash et d'EBITDA pour notre activité, qu'est le smart parking. Pourquoi ? Parce que on pense qu'il y a à peu près une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années sur les deux premières activités que je mentionnais. Et au bout d'un moment, la demande et l'offre, finalement, vont s'équilibrer. Je prends le cas qui va, je pense... Encore 10 ans, globalement, pour atteindre un niveau de maturité sur le marché de l'offre Flex Parking. C'est ce qu'on pense. Flex et park sharing ou parking partagé. C'est ce qu'on pense. Si je le dis autrement, pour clarifier le point, aujourd'hui, finalement, le nombre d'abandons de véhicules ou de non-utilisation de sa voiture est beaucoup moins rapide que le nombre de places de stationnement qui est supprimé en voirie. Donc, ça crée une tension sur le stationnement. Alors, ça peut paraître, là aussi, un peu paradoxal, puisque finalement, en supprimant de la place de stationnement d'un côté, ça génère de la tension sur le stationnement en sous-sol. Mais c'est très exactement ce que la grande majorité des villes, grandes, moyennes, voire petites, souhaitent développer comme politique de mobilité. Donc nous, on accompagne, c'est pour ça que je disais on donne des leviers supplémentaires aux maires, quelle que soit la taille des villes. On accompagne en fait cette politique de mobilité. Ça, c'est un effet d'aubaine pour nous. Sauf qu'il y a un moment où, effectivement, il va y avoir, nous on estime d'ici une quinzaine d'années, il va y avoir un équilibre entre, finalement, la demande, c'est-à-dire il y aura eu un abandon, ou quand je dis un abandon, c'est peut-être un report vers d'autres formes de mobilité. Ça prend énormément de temps. Il faut que les villes mettent en place un certain nombre d'infrastructures pour cela. Il faut que les usages évoluent aussi, et ça, c'est probablement le plus long. Et finalement, le nombre de places qui auront été détruites volontairement par l'ensemble des villes. Nous, ce que l'on veut faire, c'est que pendant ces 10-15 ans, profiter finalement de cet effet d'aubaine, de cette aubaine, et pour financer quelque chose qui est beaucoup plus long. Tu l'auras compris, le smart parking, c'est clairement une activité beaucoup plus longue, parce que quand on arrive sur un projet comme celui de, par exemple, Lille, voilà, on a un projet à Lille, entre le moment où on a les premières discussions avec la ville, avec les promoteurs immobiliers, et le moment où on va rentrer en exploitation, il peut se passer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, time is money. Nous, on génère du cash avec des activités pendant longtemps pour ensuite financer une activité, autofinancer une activité, et on verra après comment on veut l'accélérer. Des opportunités aussi de développement à l'international ? Aujourd'hui, ce n'est pas notre vocation, honnêtement. Pourquoi ? Parce que sur le parking partagé, il faut avoir une grosse place de marché, être très implanté à l'international pour que ça tourne bien. C'est un marché de volume, donc il faut avoir une place de marché très forte. C'est le cas en France. Ça nous a pris du temps à monter. Alors maintenant, certes, on a quand même quelques clés pour pouvoir le répliquer, mais on pense que ce ne sera pas pertinent à ce stade. Sur le flex parking, c'est plus un marché SaaS. Finalement, je disais, on est éditeur de solutions aussi. Et donc là, en s'adressant aux entreprises et en leur fournissant un outil qui leur permet d'optimiser l'utilisation de leur parking et d'ouvrir l'accès à tous leurs collaborateurs, ça pourrait être le cas. On a été reniflé du côté de l'Allemagne pour voir ce que ça donnait. On a quelques éléments, mais disons qu'on n'y met pas l'énergie aujourd'hui. Pour la partie smart, effectivement, j'ai même pas envie de dire ça pourrait être le cas. Il y a un moment où ça devra être le cas. Il n'y a pas de frontières sur cette offre. Il n'y a pas de contraintes technologiques là, pour le coup pour y aller. Non. Parce que c'est vraiment l'expertise qui est la vôtre et les phases d'ingénierie qui amènent finalement au développement de cette activité. Côté data, presque 800 000 utilisateurs maintenant de Zenpark, un parking loué toutes les 19 secondes. Quels usages vous faites de la data chez Zenpark et notamment cette donnée qui va être utile pour mesurer l'impact sur l'environnement ? Alors d'abord, on en fait un usage qui est exclusif Zenpark. C'est-à-dire qu'on ne revend pas de data, on ne la partage pas, on eût partagé à des villes de façon totalement anonymisée, comme par exemple la métropole de Lille. On est implanté à Lille. Ils trouvaient ça intéressant de collecter finalement de la data d'un nouvel acteur
et de la brasser avec les datas qu'ils ont par ailleurs en voirie, des parkings, etc. Et nous, ça nous va bien. Je veux dire, tant que c'est de l'open data, que c'est anonymisé et que ça peut être utile à nos clients que sont les collectivités, on est partant. Mais sinon, pour le reste, on ne partage pas notre data. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut savoir de quoi on parle déjà. Pour te donner une idée, on a 2 millions de traces d'usage par jour. Chaque trace d'usage est de la data. Donc c'est absolument considérable. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Il a fallu que, j'ai presque envie de dire, on apprivoise cette data. Parce que finalement, on est venu, c'est quand on a vu l'ampleur de la data qu'on collectait, qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on l'utilise pour améliorer notre service. Et c'est très clairement comme ça qu'on utilise notre data. Améliorer notre service. Améliorer aussi les outils de production de services de ZenPark. Donc aujourd'hui, chez ZenPark, on a une data analyst, data scientist, on a des revenue managers qui sont très data et on a dans l'équipe tech vraiment des spécialistes des bases de données. Donc avec tout ça, eh bien, on a un outil commercial qui vient agréger toutes nos datas et qui d'un côté produisent de la valeur d'usage pour créer nos nouveaux services. D'autre part, on collecte cette data, on la remonte pour la partager à nos clients. Donc là, nos clients immobiliers, les bailleurs sociaux, les groupes hôteliers, les résidences étudiantes, si on parle du parking partagé, ou les entreprises, si on parle des clients entreprises. Ça, c'est un deuxième élément. Et puis, on collecte et on analyse aussi cette data en tant qu'indicateur pour la performance de la société. Donc voilà, on utilise la data dans 3 flux différents, côté client, côté société et côté produit. Si on parle un petit peu maintenant de l'interne, ZenPark, des collaborateurs, on le voit pour des sociétés en croissance en général, la société change de figure année après année ou sous forme de cycle. Comment les collaborateurs vivent justement cette expérience de croissance chez ZenPark ? C'est une bonne question. Comment ils la vivent individuellement, je ne saurais pas vraiment te répondre, ou alors je ne le communiquerai pas ici. Mais par contre, collectivement, on est passé par différentes phases. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on démarre à 3-4, j'ai envie de dire, la stratégie, elle s'écrit au quotidien. On fait preuve d'énormément de pragmatisme et de notre capacité à faire. Quand on est 20, 15-20, on est encore autour d'une table ou de 2. On s'est toujours débrouillé pour mettre beaucoup de tables au centre de la pièce. Ce qui fait que, certes, la stratégie bénéficie de temps spécifiques au niveau du management ou des dirigeants à ce moment-là, parce que c'est essentiellement ça. Il n'y a pas de manager en tant que tel encore à 15. Mais bon, c'est extrêmement simple de la communiquer. Donc, j'ai envie de dire, ça apparaît un peu comme top-down. Là où ça devient intéressant, c'est effectivement quand on passe le cap des 50, aujourd'hui 70, clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour nous, ce qui a été le plus important, c'est de trouver notre façon de faire de telle sorte que la stratégie ne soit pas top-down, parce que c'est sûr qu'on n'a qu'un bout de la réalité. La stratégie, elle doit être co-construite avec tous. Moi, je suis incapable de faire du revenu management ou de la maintenance de parking ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que tous les collaborateurs ont des expertises qui dépassent largement les miennes. Et puis, moi, j'ai les miennes qui dépassent largement les leurs sur d'autres sujets. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on coécrit notre stratégie et comment on fait, une fois qu'elle est écrite, pour qu'elle s'exécute à tous les niveaux de la boîte. Donc, ça a été un bon sujet il y a maintenant quelques années et ça tourne très, très bien maintenant. Aujourd'hui, en termes de culture managériale, qu'est-ce qui est déployé, même toi, en tant que CEO de la société, globalement, quelle pratique tu utilises ? Peut-être que je peux revenir alors sur ta question juste précédente, parce que je vais faire le lien. En même temps, tu le fais toi-même, donc c'est encore plus simple pour moi. C'est exprès. Bien vu. Peut-être je vais revenir sur quand même ta deuxième question, à savoir la culture. On a une culture du collectif. On a un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, c'est même intéressant comment c'était intéressant pour nous, en tout cas, comment on a mis en place notre système de valeurs. On a rédigé un système de valeurs, nous, les cofondateurs, parce que finalement, on porte l'héritage du début jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on l'a soumis à l'ensemble de l'équipe. Et on s'est aperçu qu'il y avait des valeurs qui étaient totalement partagées et des valeurs qui étaient presque surannées. Je vais te donner un exemple très, très précis. On a une valeur qui est avoir confiance en la confiance. Ce qui se cache derrière, c'est l'entraide, c'est l'entraide, la solidarité, la bienveillance, pour le réduire à ça. Ça, on s'était
pas du tout planté en le présentant comme ça. Et si je fais un aparté d'ailleurs rapide, on demande à tout collaborateur de faire un rapport d'étonnement entre son premier mois et son troisième mois lorsqu'il rentre chez ZenPark. Il le présente en comité de direction. Il choisit le support qu'il veut. Il fait des slides, pas des slides. Il s'est enregistré, il s'est fait une vidéo. Il vient les mains dans les poches, peu importe. Et c'est un élément qu'on retrouve à chaque fois. C'est la transparence, la bienveillance. Voilà. Et puis un truc où on s'est complètement planté, nous, les cofondateurs, il y avait un schéma de pionnier. Nous, on se voit comme des pionniers. Mais en fait, on s'aperçoit 10 ans après, quand on est 70, et c'est bien légitime qu'il y ait des collaborateurs qui viennent faire une carrière. Non pas une carrière chez ZenPark, mais qui construisent leur carrière en passant par ZenPark. Et donc, finalement, ce côté pionnier, il a un peu disparu. Et ils ont raison, fondamentalement, ils ont raison. Qu'on soit innovant, c'est une chose, mais qu'on soit pionnier, nous, on se ressent comme pionnier, mais ce n'est pas une valeur fondamentale de la boîte. Vous l'avez été pendant Exactement. X années, et vous êtes passé aujourd'hui à plutôt un leader finalement ou un accélérateur de tendance dans la démarche. Tout à fait. On a un certain nombre de valeurs. Les 3 en tout cas qui sont très très ancrées et ceux depuis le début et sur lesquels entre le management et les collaborateurs il y a eu 100% de fit quand on a fait ces échanges, en fait, ces co-constructions de notre système de valeurs. C'est effectivement la confiance, avoir confiance en la confiance. C'est le collectif. C'est un élément extrêmement fort pour ZenPark. Et il y a le sujet de la performance. Être meilleur ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai inventé ou ZenPark qui l'a inventé. C'est le motto des All Blacks au rugby. Être meilleur ne s'arrête jamais. On prend beaucoup de... En tout cas, j'aime faire le parallèle avec le sport de haut niveau. Donc voilà, ça définit une culture. Il y a un cas spécifique. Non, on devrait y penser peut-être. Mais ça définit notre culture. Et en tout cas, ce qu'il faut... Et c'est ça le plus compliqué, c'est qu'une culture, c'est pas une injonction. Je veux dire, on ne dit pas, on est ça. Et donc, finalement, ça se construit au quotidien. Et à chaque fois qu'on a des événements heureux, mais encore plus malheureux, comme ça peut arriver, des événements d'équipe, on se raccroche justement à nos valeurs. Et petit à petit, on voit que ces événements, ils ont tendance petit à petit à disparaître parce que chaque élément de valeur, chacun les fait sien. Mais encore une fois, ça ne procède pas par injonction, c'est de l'exemplarité au quotidien et de penser à ces valeurs le plus souvent possible quand on est, quelle que soit la personne dans la Zen Team, quand on est face à un doute sur un comportement à adopter. Et comment est structurée aujourd'hui la gouvernance de l'entreprise ? C'est assez classique. Un conseil d'administration, un advisory board, Okay. qui est le même conseil, Ouais. qui participe à la stratégie comme à nous conseiller. Moi, j'aime bien quand ils nous challenge, parce qu'en ayant quand même les mains dans le cambouis et eux plus détachés, ils observent des choses que nous n'observons pas. Et dans l'advisory board, vous avez des représentants des actionnaires et aussi des administrateurs externes. Oui, absolument. Ouais, d'accord. Parité femmes-hommes ? C'était presque le cas. Et puis, il y a une femme qui a cédé son siège à son plus proche collaborateur. Donc, on est reparti dans l'autre sens. Mais on s'y emploie. Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple, honnêtement. Ensuite, on a un COMEX, un comité de direction. Alors là, la parité, elle est absolument nulle. Ce n'est pas un choix. Et puis après... je dirais, on a l'ensemble des collaborateurs. Donc, dans les collaborateurs, on a à la fois des managers, je dirais classiquement parlant, et on a des team leads, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas spécifiquement managers, mais qui sont des relais, en fait, pour pouvoir réfléchir en permanence à la façon d'optimiser l'ensemble des processus qui sont mis en place dans la société. Et comment sont accompagnées justement l'évolution des carrières des collaborateurs chez ZenPark ? Déjà, je vais peut-être définir ce qu'on appelle par talent, parce que notre objectif, c'est d'avoir 100% de talent. On sait bien que c'est asymptotique comme objectif, mais un talent, c'est un collaborateur apprenant. Donc c'est extrêmement important. Avant, on avait une longue phrase qui définissait un talent avec plein d'adjectifs. Aujourd'hui, il est juste apprenant. Mais le juste, il est énorme. Donc, notre objectif, et c'est aussi pour ça qu'il y a des team leads, notre objectif, c'est de faire de telle sorte que chaque collaborateur soit en parfaite conscience, je dis bien conscience, ça veut pas dire qu'il réussit, qu'il est en conscience de ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Et là, je peux rejoindre peut-être ta question initiale, qui était aussi au travers des outils, comment on fait finalement pour se développer. On utilise principalement aujourd'hui 2 outils.
Ça aurait pu être d'autres, mais voilà, c'est cela. Notre objectif, c'était justement que chaque collaborateur soit en conscience de ce qu'il fait, qu'il participe à la stratégie, parce qu'on considère que le management que nous sommes, on n'a pas la science absolue, ni sur le marché, et encore moins sur la façon dont on procède pour adresser le marché, et aussi sur la capacité d'exécution, que chaque collaborateur puisse définir ce qu'il a à faire lui-même. Donc pour faire cela, on a réutilisé finalement un outil qui avait été, je crois, initialement développé chez IBM par Bill Campbell et Andy Grove et tous ces gens qui étaient assez fantastiques, qu'on appelle les OKR, Objective Key Results, qui a été largement démocratisé par Google. Nous, on se l'est mis à notre sauce, il n'y a pas d'orthodoxie spécifique, mais si j'essaie de te le résumer, comment ça se passe chez ZenPark, on va dire en fin d'année, toutes les équipes, on a à peu près 5 équipes différentes, 5 équipes métiers, toutes les équipes vont faire le bilan de l'année et du dernier trimestre. Je vais partir de là. Sur la base de ce bilan, il va y avoir une restitution de l'ensemble des équipes via leur manager qui est à notre COMEX. Et on va prendre cette matière première et on va la mixer avec nos éléments stratégiques qu'on observe et que nos collaborateurs observent pas spécifiquement, des changements réglementaires ou autres, ou des convictions de marché ou personnelles. On fait le check-up avec tout ça, et puis on va sortir des objectifs. On va avoir par ligne d'activité, donc on en a 3 lignes d'activité, on va avoir un objectif et 4 à 5 key results, c'est-à-dire comment on va atteindre ces objectifs dans le trimestre. Ces key results sont assez larges, en fait. Et donc, on va transmettre ces key results, grosso modo une quinzaine, à l'équipe. Et l'équipe va avoir une dizaine de jours pour se les approprier. Donc, on va d'abord les expliquer, pour se les approprier et pour dire, voilà comment moi, individuellement ou par équipe, je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre ces résultats. Donc, tu vois qu'il y a en fait constamment des allers-retours. Donc, on fait ça tous les trimestres. Il faut dire ce qui est, c'est assez chronophage. Au début, tout le monde n'était pas convaincu. On imagine la lourdeur en même temps, la logistique autour. Mais aujourd'hui, clairement, ça ressort chez tous les collaborateurs comme un élément positif chez ZenPark. Et puis, d'un point de vue très concret, aujourd'hui, si tu viens chez ZenPark et tu prends n'importe quel collaborateur, même après 3 semaines d'onboarding, jusqu'à ceux qui sont là depuis 6, 7, 8 ans, et quel que soit le niveau, tu lui poses la question quelle est la stratégie de la boîte, il la connaît. Quelle est la stratégie de la boîte dans le trimestre, c'est-à-dire la tactique finalement, fondamentalement, pour dérouler cette stratégie, il la connaît. Mais mieux que ça, il peut te dire ce qu'il fait au quotidien pour y contribuer. Ouais, c'est un vrai acteur dans la stratégie. Le turnover aujourd'hui chez ZenPark, au niveau des collaborateurs, vous arrivez quand même à avoir une bonne fidélisation ? Ouais, très, très clairement, on a une bonne fidélisation. Tu vois, la question qu'on s'est posée, tu me parlais de façon de développer un collaborateur. La question qu'on s'est posée, c'est comment on fait quand on a... c'est moins vrai aujourd'hui, mais on va dire avant Covid, quand on a des super licornes, et je suis très fier que la France ait une quinzaine, une vingtaine de licornes, mais quand on a des licornes qui sont très consommatrices de talents, comment on fait pour les garder ? Et donc, on s'est posé ces questions-là. On en a discuté aussi. Moi, une des questions, je vois régulièrement des collaborateurs. J'ai un temps dédié dans mon agenda pour voir des collaborateurs sous un format déjeuner ou sous un format de travail. Et il y a une question qui est toujours la même. J'ai une série de 3-4 questions qui sont toujours les mêmes. Et notamment, pourquoi tu restes chez nous ? En fait, avoir confiance en la confiance dont je parlais tout à l'heure, qui est une de nos valeurs, on n'a peur d'aucun tabou. Ça reste bienveillant, mais on n'a peur d'aucun tabou. Cette question-là, si en fait j'ai que des réponses positives, oui mais c'est merveilleux, etc., c'est qu'on a raté quelque chose fondamentalement. Parce que quand on a un collaborateur, honnêtement ça ne nous est pas arrivé, quand on a un collaborateur qui dans son rapport d'étonnement nous donne que des choses positives, c'est qu'on a merdé quelque part. Parce que ça veut dire qu'il ne se sent pas suffisamment en confiance pour pouvoir mentionner qu'il y a assurément, c'est obligé, des choses qui, en comparaison de ce qu'il a connu avant ou de ce qu'il projetait quand c'est son premier job, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il faut qu'il se sente en capacité de pouvoir le livrer. Parce que l'objet, c'est de pouvoir le discuter, justement. Et c'est ça qu'on va chercher.
Alors William, tu es un homme visionnaire et c'est aussi un des pans de cette interview qu'on souhaitait développer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement quelle est ta vision, à toi, de la ville et de la mobilité demain ? Les centres-villes, et là tu fais le lien entre mobilité et immobilier, donc je pense que le centre-ville, il va y avoir clairement d'autres formes de mobilité que de la voiture. Tu m'excuseras, mais je prends nécessairement le paradigme, l'axe de la mobilité, d'abord véhicule 4 roues classique. Et ce ne sera pas que à Paris, ce sera un peu partout. Dans le rural, je ne sais pas trop, mais dans l'urbain, le périurbain, assurément. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et dans le même temps, on a une urbanisation quand même qui va être croissante. Quoi qu'en disent, et quoi qu'il se passe à la sortie du Covid où on a plus de télétravail, dans les faits, on a une urbanisation croissante. On voit que dans toutes les grandes et moyennes villes, tous les programmes de construction, je parle de quartiers, je ne parle pas d'un immeuble à droite à gauche, sont déjà des quartiers où il y a de la mixité sociale et de la mixité d'activité. La ville du quart d'heure, je ne sais pas si elle existera en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre volontairement un exemple provocateur. Si tu regardes Paris et son schéma résidentiel qui se trouve plutôt à l'est et la Défense qui se trouve complètement à l'ouest, on ne va pas raser la Défense et on ne va pas raser l'est parisien pour pouvoir raccorder les deux. Donc je ne sais pas si la ville du quart d'heure existera, mais en tout cas le fait que l'urbanisation, ce que j'observe, qui à mon avis va s'accélérer, l'urbanisation est croissante et que les services, le résidentiel et le travail se rapprochent, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Après, du point de vue de la mobilité, qu'est-ce que ça change ? Ça change que ça va réduire énormément les petits déplacements. Ça veut dire que, et là, volontairement, je rentre dans le parking. Ça a quoi comme incidence sur le parking ? Que les parkings qui sont aujourd'hui en centre-ville vont être moins utilisés, ou alors comme une zone de stockage de véhicules. Mais il y aura quasiment peu de véhicules. Est-ce qu'ils peuvent muter vers autre chose ? Personnellement, j'ai un peu du mal à voir dans quelle mesure le parking dans lequel tu habites, s'il se vide à 50%, voire plus, comment il peut muter, parce qu'il est déjà inscrit dans un paysage, et ce paysage urbain, foncier, immobilier, a un schéma de contrainte qui est extrêmement fort. Et je ne pense pas que ce schéma de contrainte va se réduire, bien au contraire. Donc ça veut dire que la valeur des parkings va plutôt se trouver sur les schémas d'urbanisation, justement, qui sont croissantes. La façon dont je vois les choses, c'est que le mot parking, il a vocation à disparaître. Parking, c'est pour se parquer, pour stationner. Et je crois que cet objet immobilier, je ne sais pas quel nom il aura, mais il ne fera pas que ça. Quand tu seras en périurbain, oui, tu pourras stocker ton véhicule, parce que fondamentalement, tu auras besoin encore d'un véhicule, mais tu auras besoin peut-être de trottinettes, peut-être d'autres formats de 2 roues, de 3 roues, je ne sais pas quelle tête ça aura. Mais en tout cas, tu auras besoin de différents formats de mobilité. Et je pense que cet objet immobilier, il rassemblera ces différents objets de mobilité. Mais plus que ça. Plus que ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux énergétiques. Et quand finalement tu te retrouves avec une flotte de véhicules, quels qu'ils soient, 2 roues, 3 roues, monoroues, si tu veux, qui est basée sur batterie, ça veut dire que si tu es capable de restituer une partie de l'énergie électrique à certains moments de ces batteries vers le réseau, et je vais être même plus précis que ça, non pas vers le réseau, mais vers le quartier, voire vers le bâtiment, c'est-à-dire on ne parle pas de vehicle to grid, on parle de vehicle to district, ou vehicle to building. Là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ton fameux parking, qui s'appelait avant parking, en fait, c'est les plus grandes zones de stockage d'énergie électrique de la ville. Exactement. En tout cas, de cette zone de la ville. Et de partage d'énergie. Absolument. Et puis, tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux te dire, si tu es amené à construire un parking avec un R-3, un 3e sous-sol, tu n'es plus très loin, voire tu n'es pas loin du tout, pour mettre quelques barres géothermiques, pour faire du chauffage de fluide basse température. 85% du territoire français sont propices à la géothermie. Donc là encore, tu as un sujet énergétique et très clairement, le surcoût de ce service de géothermie, cette solution géothermique, elle est, je ne vais pas dire infinitésimale, mais extrêmement faible au regard de la construction elle-même. On a déjà creusé, de toute façon. Exactement. On peut aller encore, je ne sais pas si c'est plus loin, mais on peut s'amuser à prendre différents axes. Il y a des sujets de détention de data sur le territoire national, un sujet régalien.
Un data center, ça a besoin d'être protégé des cyberattaques, ça on ne peut pas y faire grand-chose, mais par contre, ça a besoin d'être protégé aussi physiquement. Bon, quand tu es dans de la terre, c'est quand même pas mal pour être protégé. Et puis ça a besoin d'énormément d'électricité pour être refroidi. Quand tu es dans de la terre, tu as un milieu thermorégulé. Alors, je ne vais pas dire totalement naturellement, parce que tu as quand même creusé, donc ce n'est pas tout à fait naturel, mais c'est quand même la terre naturelle qui fait que tu as une thermorégulation. Donc, naturellement thermorégulé. Et comme tu as besoin d'électricité, je viens de dire que potentiellement, tu peux capter une partie de l'énergie électrique pour ces data centers. Et il y a plein de sujets comme ça. Les salles de sport peuvent être en R-1. Les musées, pareil. C'est assez amusant de noter que si tu n'as pas d'ambition architecturale, parce que parfois, c'est vrai que les musées ont vocation aussi à être un immeuble architectural en tant que tel. Mais tu vois qu'on construit des bâtiments qui, d'extérieur, peuvent être plus ou moins aboutis, dans le but de quoi ? De les mettre dans le noir pour protéger les œuvres, et puis de moduler la température pour aussi protéger les œuvres. Et là, tu vois que tu as un milieu qui est, encore une fois, entre guillemets, naturellement propice à recevoir ce type d'activité. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est d'aller vers cela, et c'est une vision de la ville où on pense que beaucoup de choses vont se situer dans ces phases de péri-urbanité, en tout cas pour ce qui touche au parking. Merci de partager ces éléments de vision parce que je les trouve très novateurs et je pense que ça va être vraiment très inspirant. Donc on suivra l'évolution et on se rappellera sans doute les mots que tu as pu évoquer, William, à ce sujet. Alors en 2024, il y a un événement majeur à Paris, les Jeux Olympiques. Nos enquêteurs nous ont dit qu'il y avait Zen Park, visiblement, qui allait intervenir dans les sujets de mobilité autour des Jeux Olympiques. Bah oui, je ne sais pas si tu sais, mais à Londres, les Jeux Olympiques de Londres, si je me rappelle bien, il y avait 1 visiteur sur 5 qui était venu en voiture. 1 sur 5. On est sur une île quand même. Ouais, hein. bien sûr. Donc, t'imagines ce que ça peut donner à Paris. Ouais. Donc, évidemment, il va y avoir des sujets de transport. Donc, il s'agit de privilégier au maximum les transports décarbonés. Et donc, il y a un sujet, je dirais, d'infrastructures lourdes, métro, RER, voilà, et ça, tout est déjà bien engagé. Il y a des sujets de micro-mobilité en tant que telle. Et puis, il y a des sujets de mobilité électrique véhicule et puis de mobilité non électrique tout court. Et donc, il ne s'agit pas de construire des parkings à foison. On le sait, de toute façon, il n'y a plus de Jeux Olympiques aujourd'hui. On se dit on va construire des énormes infrastructures qu'on va laisser à l'abandon après. Les parkings, ou en tout cas les lieux d'accueil des véhicules, il va falloir qu'ils soient relativement éphémères. Et il faut trouver les lieux. Donc c'est à ça qu'on va essayer de participer. Je crois que c'est 3000 places de parking qui seront à gérer, c'est ça ? Ouais, même probablement même plus. Ouais, plus, okay. Ouais. Ça marche. Et vous, sur une gestion aujourd'hui de 1800 globalement places de stationnement, passer à 3000, comment vous... Alors, aujourd'hui, on gère 1300 parkings, mais ce n'est pas 1300 places de stationnement. On doit être à peu près à 40-50 000 places de stationnement. D'accord, ok, très clair. C'est bien de le préciser. En tout cas, super projet, j'imagine, pour Zen Park, qui va en même temps offrir une très belle visibilité aussi pour la société. Donc, on espère. Ouais, je vous le souhaite en tout cas. Si on aborde maintenant les sujets un peu RSE et d'impact, comment se positionne la société sur ce sujet et les engagements qui sont les vôtres ? Aujourd'hui, honnêtement, on est encore des bébés sur le sujet. Comme j'ai dit, ça fait partie de notre ADN. Donc, quand je dis on est des bébés, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'engagement si c'est notre volonté. Tu l'as dit en introduction, d'ailleurs, aujourd'hui, on fait économiser 1500 tonnes d'émissions de CO2 par an. Ça augmente, donc je sais, on est peut-être déjà au-dessus, très honnêtement, je n'ai pas les derniers chiffres. Sur le smart parking, c'est notre enjeu. C'est-à-dire qu'on essaie, je dis bien on essaie pour l'instant, de mettre en place 3 indicateurs. Le premier, c'est celui qu'on vient de mentionner. Donc celui-ci, il est mis en place. C'est les émissions de tonnes de CO2 économisées. Je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un smart parking à Marseille, l'écoquartier Marseille. Quand tu vois que finalement, on fait économiser 600 places, il faut savoir que tu as à peu près 5 tonnes d'émissions de CO2 à la construction d'une place. Donc, tu vois que tout de suite, tu arrives à 3000 tonnes d'émissions de CO2 économisées à T0. Je ne parle même pas sur l'utilisation, je dis à T0. Donc, ça, c'est un premier indicateur. Un second indicateur, celui-ci est beaucoup plus neuf pour nous. Très honnêtement, on se questionne encore, donc je serais bien incapable de donner un quelconque chiffre. Sur le smart parking, on essaie aussi
maintenant d'évaluer les mètres cubes de terre végétale sauvegardée. On est en plein dedans en ce moment. Donc c'est pour ça que je dis on est des bébés. On essaie de découvrir les choses. Et puis un troisième indicateur qui est qu'on se met à raisonner sur la production, la génération d'euros par mètre carré de parking. Donc on ne parle plus de taux d'occupation, tu vois, on ne dit pas j'ai 20 places ou j'ai 900 places selon le type de parking partagé ou smart parking et je le remplis à 80%. Non, c'est plus comme ça qu'on raisonne. Ce qui fait que ça nous a donné des idées pour se rapprocher du monde de l'immobilier. Je m'explique. Par exemple, on exploite un smart parking à Strasbourg, dans l'écoquartier Danube. Il y a de mémoire 566 places. Alors là, les 2 parkings sont ce qu'on appelle en silo, c'est-à-dire vraiment avec des étages. Ils ne sont pas creusés. Et on a donc un 6e étage. Ça va te paraître normal, le 6e étage est relativement peu utilisé. Parce que les automobilistes cherchent à stationner avant, sur le premier, sur le deuxième, etc. Et comme on optimise l'utilisation et que ce parking n'est pas encore en phase de saturation, mais qu'on est déjà en phase d'optimisation, on est capable comme ça, finalement, de faire tourner. Donc on a un étage qui est un super rooftop. Et donc, on a proposé d'y créer des événements, d'y créer des dark kitchens, en raisonnant pas en euros par mètre carré. Mais dis-toi bien que finalement, ces parkings, même si il n'y a pas de droit de propriété, ce serait peut-être une émission, c'est qu'on a transformé du droit de propriété en droit d'usage, ce qui en soi sur de l'immobilier est déjà un pas de géant. Alors on l'a fait par le parking, ça sera encore autre chose que de le faire sur l'appartement T3 vue sur mer à Marseille, mais on le fait déjà sur le parking. In fine, nos clients, c'est la copropriété. Alors ce sont des grosses copropriétés très professionnelles, des ASL, des AFUL, des gouvernances très, très resserrées. Néanmoins, leur objectif, c'est que le parking tourne bien, fonctionne bien, qu'il ait permis finalement de végétaliser l'ensemble du quartier et qui génère des revenus qui viennent compenser tout ou partie, voire supérieurs aux charges. Mais proposer des nouveaux services, c'est un peu moins le sujet, à part le sujet de la mobilité électrique. Mais aujourd'hui, on n'a pas un seul smart parking qui n'a pas une borne de recharge partagée. Parce qu'on est des anti-bornes de recharge privatives. Quand on a vu qu'on a été un peu limité, et ce n'est pas lié spécifiquement à ce parking-là, à nos autres smart parkings, on s'est dit, mais en fait, si on voulait faire vraiment ce qu'on voulait et donner tout le potentiel de ces smart parkings, en fait, il faudra qu'on soit propriétaire des parkings. Et là, ça nous a donné des idées. On a rencontré des fonds d'investissement. Alors, pas les mêmes qui financent Zenpark ou qui ont financé Zenpark. Oui, mais c'est un développement immobilier. Voilà, c'est un développement immobilier. Et ça, clairement, ce sera à un moment ou à un autre sur le chemin de Zenpark de créer une foncière de parking. On croit fondamentalement à ce modèle. Donc, là encore, sur ces 3 critères, on pourra développer vraiment les 3 critères que l'on souhaite. Après, pour la société elle-même, on a un prestataire qui mesure, il commence seulement, mesure nos émissions de carbone. D'accord. Pourquoi ça prend un peu plus de temps peut-être chez nous que dans d'autres boîtes ? C'est parce qu'on n'a pas voulu, on a tout de suite ciblé l'étage 2 de la fusée en fait. Généralement on ne fait pas comme ça, on aime bien faire la théorie des petits pas ou les modèles des petits pas. Mais là on a été directement chercher l'étage 2 de la fusée, c'est-à-dire on ne voulait pas évaluer nos émissions de CO2 de l'entreprise uniquement sur la base des factures. Vous voyez qu'il y a un vrai travail de fond. Et donc, nécessairement, ça prend un peu de temps. Donc, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire... Après, on imagine bien l'impact positif qu'a la solution Zenpark. Tu l'as cité en exemple tout à l'heure en expliquant la genèse d'ailleurs de la société. Tourner pour trouver une place de parking. On imagine bien la consommation du véhicule. Alors que si elle se gare directement au moment où elle a besoin de se parquer, on économise déjà aussi pas mal d'émissions de CO2. William, demain, président de la République, quelle sera ta première mesure en faveur du climat et de l'environnement ? Je suis désolé, mais tu sais, je ne serai pas président de la République, je refuserai ce poste. Il est bien trop compliqué pour moi. Tu ne peux pas le refuser puisque tu es élu. Ah, je suis élu, mais je ne me présenterai pas alors. Non, je n'ai clairement pas... c'est beaucoup trop compliqué, trop de paramètres pour moi à savoir comment gérer les choses. Donc, je ne me retrouverai pas dans cette situation. Je donnerai le relais à quelqu'un qui saura faire. Tes passions, William, aujourd'hui, c'est quoi ? Je suis un grand fan de sport. Je suis le sport à la télé, mais je le pratique aussi. Tu pratiques quoi ? Alors, je pratique le padel super, depuis quelques temps. De raquette à la mode. Ouais, voilà. Mais c'est aussi l'âge. Je ne sais pas si tu vois, je commence à avoir les tempes grises. J'approche les 50 ans. C'est un peu moins brutal que le tennis. Voilà. Mais je suis un ancien rugbyman, un ancien handballeur. Donc, j'aime bien
j'aime bien le contact, j'aime bien le collectif. Et finalement, le padel, c'est assez sympa parce que à la fois, c'est très fun, ce qu'on retrouve au rugby. Enfin voilà, il y a un collectif assez fun quand même, pareil au hand. Donc j'ai retrouvé ce collectif. Et en même temps, comparé au tennis, voilà, ça se joue que par équipe. Ouais, et c'est 2 contre 2, pardon. Exactement, 2 contre 2, donc, ou 2 avec 2 même, j'ai envie de dire. Et donc c'est assez sympa comme ça, un petit collectif, mais c'est assez sympa de retrouver ces ambiances-là. Je partage juste une information. Adéquancy est mécène de l'ancêtre de tous les sports de raquette, le jeu de paume. Ah ouais, très très beau. C'est J'ai déjà vu des matchs, c'est fantastique. Absolument, donc il reste quelques salles en France, qui sont quand même limitées. Et la dernière salle du jeu de paume donc, se situe rue Lauriston, à côté de nos bureaux. Voilà, et donc c'est la dernière dans Paris. Il y en avait, je crois, 215, 220 au début du XXe siècle. Voilà, et le tennis a cannibalisé donc le jeu de paume, et le paddle est aussi visiblement en train de cannibaliser un peu le tennis. Donc, ça se voit sur les cours en tout cas. Il paraît. Et le rugby alors, la France va-t-elle gagner la Coupe du Monde ? Bah oui. On le souhaite en tout cas. William, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et la suite de l'aventure Zen Park ? Que ça continue comme c'est là, parce que franchement je suis un homme heureux, j'ai une super équipe. Le business tourne bien, on a une vision. Je demande rien de mieux qu'on poursuive, quoi. Bah, je vous le souhaite en tout cas, et effectivement j'ai trouvé cette interview très riche. Je trouve elle fait sens parce que elle est porteuse en fait d'une vision, quasiment je pense dès le début de la création de la société. Tu l'as expliqué au travers de cette histoire qui a été la tienne pour réfléchir à la création de Zen Park, donc trouver une place facile. Et puis ça continue de réfléchir. On sent que la vision en même temps s'affine au fil des années pour être porteur vraiment d'une vision, d'une modernité aussi dans l'usage des parkings. Donc voilà, bravo pour cette aventure et on te souhaite vraiment tout le meilleur. Un grand merci en tout cas à William Rosenfeld pour cet échange. Donc je rappelle, tu es le cofondateur et le CEO de Zen Park. Une interview à retrouver sur la page des acteurs de la transformation hébergée sur le site d'Adéquancy, et vous pouvez également écouter cette interview sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci. À très bientôt William. À bientôt. Face à Face décideur, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ne rater aucune émission, abonnez-vous au podcast Les Afters de la Transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Face à Face décideur, une production Adéquancy.